Incapable de t'expliquer les règles du camoulox, c'est impossible, c'était le but, hein, c'était que ça reste un mystère. C'est vraiment le cliché parfait, mais c'est à l'école, hein, en classe. Je faisais rire ma mère aussi quand même, un petit peu, mais c'est d'abord les copains, quoi, les camarades. J'étais très mauvais à l'école, cancre, et je faisais rire les profs aussi, voilà, les copains. Ça a commencé comme ça, cette faculté de dire tiens, en racontant une blague, en faisant une grimace, en faisant l'idiot en classe, ça faisait rire les copains. C'était voilà, pour combler un manque, hein, c'était clairement pour ça. Parce que j'étais vraiment pas bon à l'école, donc j'étais souvent le dernier, l'avant-dernier, donc je comblais ce manque à travers l'humour. Entre 86 et 91, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle une grosse radio régionale qui était à Rouen, qui s'appelait RVS, où j'étais animateur. Je faisais plusieurs tranches horaires et j'étais fan des nuls. Je regardais les nuls et je me suis mis en tête d'écrire toutes les semaines 4-5 sketchs pour les nuls. Donc j'écrivais mes petits sketchs, je les mettais dans une lettre, un courrier que j'envoyais à Canal+, les nuls. Et j'ai fait ça pendant quasiment 1 an. Pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Je continue. Et un jour, j'ai eu un coup de fil qui a vraiment été révélateur. J'ai eu un coup de fil de Chantal Lobby, qui m'appelle, et je m'en souviendrai toujours, mais le standardiste qui me fait « Chantal Lobby au téléphone ». Je dis « Bon, c'est une blague, c'est des potes ». Je prends le téléphone, c'était vraiment Chantal Lobby. Et en fait, elle m'a dit « Écoute, on lit tout ce que tu nous envoies, c'est vraiment très drôle. La dernière pub, là, nous intéresse. On ne peut pas la faire pour des questions de marque, parce que tu utilises une marque. Ils n'ont pris aucun de mes sketchs, hein. Mais elle m'a juste dit « Ce que tu écris, c'est très drôle ». Si Chantal Lobby me dit ça, si ce groupe d'humoristes que j'adore me dit ça, c'est que j'ai peut-être une chance de réussir là-dedans, ou de continuer, en tout cas d'essayer de faire de l'humour. Donc, 2 ans, en 91, j'ai quitté Rouen, je suis monté à Paris, où je suis rentré sur WeFM, j'ai rencontré Cad, et j'ai rencontré mon binôme d'humour, et puis c'est parti. Salut, moi c'est Frédéric. Bonjour, c'est Nicolas. Nous pratiquons la danse acrobatique, c'est-à-dire que nous dansons en racontant des blagues. Démonstration. On riait les mêmes choses. Il avait d'autres influences. Lui, il était beaucoup plus Jerry Lewis, par exemple. En fait, c'est vraiment les influences d'un clown blanc et d'un Auguste. Ou d'un clown et d'un Auguste et d'un clown blanc, ça je me plante pas. C'est vraiment, on avait la même chose, la même connexion au niveau de l'humour, mais pas forcément les mêmes influences. Il était beaucoup moins Monty Python que moi, il était plus Jerry Lewis. Et c'est le mélange de ces 2 univers qui a fait notre univers. Venez découvrir au théâtre de la Taupe qui jongle les pas d'accord. 1, 2, 3, 4. Tu m'as Non. Moi, mes influences directes, c'est les Monty Python. Je dirais, tu vois, c'est vraiment ça. Mais c'est un mélange de plein de choses. Hein. Je suis aussi très fan de De Funès, mais dans De Funès, il y a énormément d'absurde aussi. Donc, De Funès, les Monty Python, les Zucker, Abraham Zucker, toute cette génération d'auteurs, d'artistes qui tordaient la réalité pour la rendre plus acceptable. Pour le coup, je regarde pas tant que ça de films de comédie, en fait. J'en vois quelques-uns, mais je regarde plein d'autres films qui n'ont rien à voir. Parce que travaillant dans la comédie, je vais pas forcément regarder de la comédie. Je vais regarder plutôt d'autres films, quoi. Moi, j'aime bien des films qui n'ont rien à voir. J'aime bien Paul Thomas Anderson, j'aime bien Wes Anderson, j'aime bien Christopher Nolan, j'aime bien le cinéma coréen. J'aime plein de choses. Et après, je dirais qu'en comédie, quand je regarde des comédies, ce sont souvent des comédies américaines. Voilà, je suis très fan de Judd Apatow, de son écriture, de la manière dont il traite la comédie, comment il parle de la société à travers ses films. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça, mais effectivement, je me nourris pas trop de comédie, en fait. De peur d'être influencé aussi et de piquer ou de voler. Je fais attention. Cacamou, cacamou, cacamoulax. Les Inconnus avaient créé dans leurs émissions un sketch qui était un mélange de tous les jeux existants. Voilà, ils mélangeaient tous les jeux existants pour en faire un seul sketch. Nous, on est parti dans une autre direction. On voulait créer un jeu complètement inventé et complètement absurde au maximum de ce qu'on pouvait faire en absurdité, c'est-à-dire incompréhensible, avec des règles inexplicables. Bien, nous allons commencer cette nouvelle partie de Camoulox. 4 et 4. Michel Strogoff, je passe. C'est à vous la main, Renaud. Et le fait de jouer avec les mots et de
Et finalement, tout le monde pouvait s'approprier. Alors qu'il était écrit à l'origine. Le Camoulox a toujours été écrit, ça n'a jamais été de l'impro. Mais les gens se le sont appropriés. Et la phrase qui revient souvent, c'est je sais plus quoi, c'est je fais ci et je photocopie du sable. Donc c'est l'absurdité même, et les gens sont rentrés dans ce jeu-là, et c'est plutôt cool, quoi. Heureusement, le FBI a envoyé ses 2 meilleurs agents. Je vois que vous êtes recommandé par Stevie Wonder, donc j'ai pas vraiment le choix. Je suis très fan au premier degré de tous les films américains qui vont, je sais pas, de Seven, en passant par les nouvelles séries comme True Detective ou Mindhunter, tout ça, moi j'adore. Et d'ailleurs, on va faire une série bientôt pour Canal+, qui est la reprise de Pamela Rose en série. On va vraiment s'inspirer de ça, de cet univers-là, à la Fincher un peu. Et donc ouais, inspiré par ça et inspiré par aussi, pour Pamela Rose, on s'est inspiré inconsciemment de Police Squad, qui est la genèse en fait des y a-t-il un flic pour sauver le président, y a-t-il un flic pour sauver la reine, etc. C'est une série très courte qui est passée à la télévision américaine, que les nuls avaient diffusée sur Canal+, Police Squad, et ça a été vraiment hyper inspirant pour nous, pour Pamela Rose, en me disant on peut rire avec des policiers un peu ringards qui mènent des enquêtes complètement débiles. C'est ce qui nous a vraiment influencé pour faire Pamela Rose, par exemple. On était encore vraiment des padawans, c'est-à-dire on démarrait, quoi. On nous disait, on nous offre cette chance de faire un film, il faut vraiment pas qu'on se plante, et on était conscient que c'était une chance énorme, parce qu'il y a très peu d'élus, mais on était encore très timide, humble, et on n'allait pas se dire, ça y est, c'est bon, on a réussi les gars. Non, loin de là, hein. On était encore dans l'apprentissage, on a appris énormément. Quand je revois Pamela Rose aujourd'hui, et certaines scènes, pas tout, hein, mais certaines scènes, la manière dont on jouait, je me dis quand même, on était en apprentissage, quoi. Donc il y a des choses bien, des choses moins bien. Voilà, on démarrait, quoi. C'était vraiment le premier truc, et un gros film en plus, donc on a eu beaucoup de chance, mais on était au tout début de notre apprentissage. Ce genre d'humour très absurde, très décalé, etc., il y a des gens qui adhèrent pas du tout, hein. J'en connais plein, qui me disent je comprends rien, voilà, non, je comprends pas. Et d'autres vont dire c'est génial, c'est ouf de faire des films comme ça. Ouais, on est fiers de ça, et c'est pour ça qu'on continue à creuser le sillon en faisant la série, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui adorent ça. Nous, c'est les tuches. On a touché le grelot, Monaco aussi. Moi, ma plus grande fierté, c'est ça. En tout cas, avec Philippe Mechelin, avec les auteurs, tout le monde, hein, je suis pas tout seul, hein, sur les tuches. Notre plus grande fierté, c'est celle-là, c'est-à-dire d'avoir réussi à faire un... Bon, maintenant, on peut pas dire le contraire, c'est devenu une saga populaire. Mais à l'intérieur de cette saga populaire, de cette écriture de films de comédie, il y en a qui appellent ça potage, je connais pas moi les adjectifs, il y en a plein, on a réussi quand même à conserver notre dose d'absurdité. On a toujours aimé ça, et on est super fiers que les gens adhèrent à ça. Moi, j'aurais jamais imaginé que la scène des cartes dans les tuches 2, avec une carte, tu peux en perdre 15, etc., ça deviendrait un truc de fou. Jamais. Je dis bon, ok, on le fait parce qu'on adore ça. C'est vraiment, on se fait plaisir, quoi. Peut-être que les gens vont passer à côté et qu'on sera peut-être obligé de le couper. Non, ils ont tout de suite pris le truc. Ils ont tout de suite compris notre humour et ils se sont dit bah ouais, c'est drôle, quoi. C'est drôle, ça nous fait marrer, quoi. Alors ça c'est vraiment hyper cool, quoi. Quand on arrive à amener les spectateurs vers ce genre d'humour-là que nous on adore, bah là on dit que le contrat est rempli. 6000 m² de jardin, la décoration intérieure est signée Garcia. Sergent Garcia? Non? Bah non, forcément, il a pas le temps. S'occupe de Zorro. Quand les Tuches 1 sont sortis, le film il a continué de vivre, nous on faisait d'autres choses évidemment, et le passage télé est arrivé, et là, boum, quoi. Mais ça veut dire qu'avant, les gens s'étaient déjà passé le mot, et avaient déjà acheté des DVD, ou avaient déjà s'étaient refilé le DVD, le film existait, jusqu'à l'apothéose du passage télé. Où là, c'était la confirmation, en fait, que le film a été un succès populaire au-delà de la sortie salle. On voulait faire une suite assez rapidement, hein. 1,5 million, c'est cool, on peut faire une petite suite. Ouais, non, ok. Le lendemain du passage télé, coup de téléphone de partout, faites-le 2. Bah, attendez, on va déjà voir si on a une idée. Hein. On part tous en Amérique. Bouzol, Monaco. On avait mis un peu moins de 8 heures. Bouzol, Los Angeles, 1 heure de plus. J'aime conduire. Donc c'était fou, hein. Ouais. Alors le 2, 4,5 millions, bon bah... J'ai pas d'explication, si ce n'est que les spectateurs avaient envie de les revoir. Hein. Bonjour,
c'est nous les tuches. Belfred. On est de retour à Bouzol. Travailler. C'est nul. Exactement. On est passé par 1000 idées qu'on affichait au mur, voilà, et on disait non, les tuches sur la Lune, non, les tuches au sport d'hiver, non, les tuches en croisière, non. Voilà, on a aligné toutes ces idées, et puis à un moment donné, on a parlé de la période de Noël, ça serait bien de sortir à Noël, peut-être, ah ouais, pas mal, etc. Et puis on a trouvé voilà, cette opposition entre les deux beaux-frères, et puis au milieu, cette petite guerre contre une grosse plateforme de distribution, et tout de suite, ça nous a excités, quoi. Et on s'est dit, on va revenir à Bouzol, on va revenir aux fondamentaux du 1, on va les retrouver dans leur village, avec leurs voisins, leur famille et tout ça, et peut-être que là, on va pouvoir re-raconter une histoire et faire une sorte de reset un peu. C'était ça l'idée, en fait. Faut pas faire trop n'importe quoi si on veut rester film familial populaire. On peut pas trop faire n'importe quoi avec Noël, mais on va pas non plus raconter une histoire de Noël un peu gnangnan. Donc faut qu'on trouve voilà, une sous-histoire en dessous qui puisse intéresser les adultes, tout en conservant les enfants qui seront contents qu'on parle du Père Noël, et puis la fin du film qui confirme que le Père Noël existe. Donc il a fallu faire ce doux mélange, et tout en gardant la lumière qui va bien, les effets spéciaux qui vont bien, et puis l'ambiance de Noël des tuches, voilà, qu'on n'allait pas... et c'est des gens qui ont de l'argent, qui ont gagné au loto, donc il fallait que ce soit aussi une belle maison, mais en restant modeste, avec des beaux cadeaux, mais non plus pas trop. Les cadeaux, on les voit pas. On a fait attention à ce que ce soit pas des Rolex, et on voit pas les cadeaux, sauf des cadeaux, c'est tout. Donc voilà, c'était un doux mélange, voilà, faut tenir compte de tous les paramètres, tout ce que représentent les tuches, et comment les gens les perçoivent, pour ne pas les trahir, ne pas les décevoir. Donc c'est un long travail. Sur le 3, on avait une petite pression que maintenant on arrive à bien gérer, c'est-à-dire la pression de ne pas décevoir. Pas trop la pression financière des producteurs et tout ça, ça, elle n'existe pas. Mais la pression vis-à-vis des spectateurs, vraiment celle-là, on se disait, mais attends, si on fait une grosse bouse, comment les gens ils vont être déçus, c'est déjà arrivé dans le cinéma, des suites ratées où les gens font, ah d'accord. Et donc là, on a été vraiment ultra vigilants, on s'est pris la tête, comme pour le 4. Et je pense que d'ailleurs, les suivants, on va se prendre la tête, pour justement essayer de conserver une ligne et de ne pas être déceptif. On le sera, à un moment donné, on le sera. Je ne sais pas si ça sera le 6, le 7, ou le 8, ou le 27, peut-être que je ne serai plus là. Mais à un moment donné, forcément, les gens diront, bon allez, c'est bon là, c'est bon. Pour l'instant, on arrive à tenir voilà, le truc, parce qu'on a encore envie, quoi. On a encore des choses à dire avec cette famille. Ah, c'est les échos. Tu connais? Tu connais. De quoi? De quoi? Ah ok, j'y suis, les échos très drôles. Hein. Très drôle.